Jared Kushner a rencontré des dirigeants du Hamas. Il dit avoir confirmé à ses dirigeants que Donald Trump est déterminé à aller de l'avant avec son plan concernant la bande de Gaza et que les États-Unis ont rejeté tout plan visant à déplacer les habitants de la bande de Gaza. Nous savons qu'auparavant, il parlait de J.D. Vance, de Donald Trump. Il parlait de l'absence d'annexion de la Cisjordanie par Israël. Et aujourd'hui, dans le cas de Gaza, dans quelle mesure ce que fait Jared Kushner va-t-il produire une quelconque issue positive pour les Palestiniens? Non, je ne sais pas. Enfin, honnêtement, écoutez, le signe positif, c'est qu'ils se parlent et qu'apparemment, ils parlent directement au Hamas. Donc c'est une bonne nouvelle. Il ne les ignore pas et il leur dit du moins qu'ils ne seront pas déplacés. Mais vous savez, est-ce que je considérerais ça comme une promesse en béton qui ne sera pas rompue? Non. Donc au moins c'est un pas dans la bonne direction. Al Jazeera a rapporté que Kushner avait conseillé aux dirigeants du Hamas de ne pas se fier aux résultats des élections israéliennes et qu'Israël était uni aux États-Unis sur sa position concernant la bande de Gaza. En quoi consiste cette unité? Qu'est-ce que c'est? Que signifie le fait qu'Israël soit uni aux États-Unis? Je n'en ai aucune idée. Je n'ai aucune idée de ce qu'il veut dire. Enfin, ça semble contredire ce qu'il a dit auparavant. Oui. Je veux dire, la citation initiale que vous avez lue semblait sous-entendre « Eh, nous n'allons pas permettre que les Palestiniens de Gaza soient déplacés ». Et ensuite, il dit que les États-Unis sont à 100% aux côtés d'Israël. Israël veut déplacer les Palestiniens. C'est donc ce que je dis, c'est très contradictoire. Kushner donne l'impression d'essayer de contenter tout le monde. Et quand on essaie de faire ça, on ne contente personne. Des informations ont fait état d'un rapprochement entre la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite et tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe qui condamnent Israël parce qu'ils ne veulent pas passer à l'étape suivante de l'accord qu'ils avaient avec le Conseil de la paix. Pensez-vous que tous ces pays réunis vont pouvoir faire pression sur Donald Trump? Le Pakistan, l'Indonésie, tous ces pays ensemble, la Jordanie. Ils ne servent à rien. Les grandes gueules ne font rien. Vous savez, jusqu'ici, on l'a bien vu. Bon sang, ils auraient pu se lever. Ils n'avaient pas besoin d'attendre que Donald Trump les réunisse pour se lever et non seulement condamner, mais prendre des mesures concrètes pour punir Israël du génocide des Palestiniens. Ils ne l'ont pas fait. Donc vous savez, leurs engagements, ce que j'appellerais simplement du théâtre politique. Dans quelle mesure, Larry, ce qui se passe en Cisjordanie doit-il être lié à Gaza? Ou bien dans l'esprit de l'establishment ou de Donald Trump et de son administration, ces deux parties de la Palestine sont-elles considérées comme un tout? Enfin, ont-ils la même politique pour les deux territoires? Je parle de la Cisjordanie et de Gaza. Ou les voient-ils séparément? Qui a la même politique? Les États-Unis? Les États-Unis, quand ils regardent la Cisjordanie, la voient-ils différemment de Gaza ou ont-ils les mêmes politiques? Non, je pense qu'ils traitent ça un peu différemment. Ils voient au moins la Cisjordanie, avec l'autorité palestinienne et la police palestinienne sur place. Mais encore une fois, les États-Unis ne font rien pour arrêter les colons. Même Mike Huckabee a condamné les colons l'autre jour. Et alors, une lettre de condamnation au ton ferme.
Vous savez, c'est comme si Leonardo DiCaprio dans Titanic écrivait une lettre de protestation au ton ferme à la White Star Line. Il s'est quand même noyé. Donc vous savez, les Palestiniens continuent d'être tués et déplacés. Leurs maisons sont détruites par ces colons. Vous savez, c'est tout simplement, c'est un crime international, c'est un crime contre l'humanité. Et les colons sont comme de la vermine. Il faut les maîtriser, il faut les arrêter si nécessaire par la force. Mais la police israélienne et l'armée israélienne restent là, sans intervenir, et leur permettent d'agir. Et ils s'en prennent aux chrétiens autant qu'aux musulmans. Qui serait acceptable aux yeux d'Israël pour... Je parle de l'armée, parce qu'il semble que, au sein de ce Conseil de la paix, ce soi-disant Conseil de la paix, ils envisagent de déployer des troupes au sol à Gaza afin de maintenir une forme de médiation entre les deux parties ou de contrôler le conflit entre elles. Qui Israël accepterait-il de voir participer à cette opération? Je ne sais pas. Tant qu'il s'agit d'un État ami, ils accepteraient des troupes colombiennes ou argentines, compte tenu du soutien public exprimé par leurs présidents respectifs. Ils peuvent opter pour ça. Ils n'accepteront pas un pays musulman comme l'Indonésie, la Malaisie ou le Pakistan. Donc voilà, vous savez, les Palestiniens ils sont foutus. Oui. Voyez-vous la possibilité que des Brésiliens soient présents là-bas? Ou est-ce qu'ils ont une sorte de... Non, ils ne le permettront pas. À moins que le président d'un pays ait professé son amour, son adoration, ou proposé d'embrasser le culte de Bibi. Par exemple, il pourrait prendre des troupes indiennes, argentines, colombiennes et maintenant vénézuéliennes. Le Venezuela est en mesure de proposer une telle chose. Mais aucun pays musulman, il ne laisserait pas les Turcs, les Pakistanais, les Indonésiens ou les Malaisiens s'en approcher. Il a été rapporté qu'il n'y aurait pas de nouveau cycle de négociations entre Israël et le gouvernement libanais, car il est dit aucune autre négociation n'est prévue dans un avenir proche. En même temps, nous voyons l'escalade dans le sud du Liban. Il y a donc deux possibilités. L'une, c'est un retour à la guerre. Jusqu'à présent, il semble que le Hezbollah contrôle tout afin d'éviter une escalade avec Israël. L'autre, ce serait, vous savez, des affrontements limités. Comment voyez-vous la situation? Et pense-t-il réellement que ces négociations avec le gouvernement libanais peuvent aboutir à quelque chose de positif, à quelque chose de constructif pour le conflit? Je pense que même parler des négociations entre le Liban, le gouvernement d'Aoun et le gouvernement de Bibi Netanyahou, c'est une perte de temps, d'efforts et d'énergie. Ça n'a aucun sens. Ça ne changera rien. Ce n'est ni prévu ni conçu pour traiter le problème de fond, la cause fondamentale, les actions impérialistes d'Israël contre le Liban. Israël essaye de créer une zone tampon, mais ça n'existe pas. Ils veulent occuper ce territoire comme ils ont occupé le plateau du Golan en Syrie. Ils peuvent continuer à prendre et à occuper des territoires, les déclarer leur propriété et essayer de les coloniser. Larry, pourriez-vous vérifier si votre microphone est connecté à StreamYard? Oui, c'est le cas. D'accord. D'une certaine manière, on dirait que votre voix est juste, elle est correcte, là, maintenant. Concernant la Syrie, j'imagine que, au vu de la façon dont la Turquie réagit à la situation à Gaza, elle est aussi préoccupée par la Syrie.
Mais comment la Turquie réagit-elle à la situation à Gaza? Elle ne fait strictement rien, à part continuer à vendre du pétrole à Israël. Vous savez, s'ils veulent arrêter Israël et ce qu'il fait à Gaza, et ce qu'il fait en Cisjordanie, qui coupe le pétrole, pour commencer. Mais ils ne le font pas. Alors, vous savez, blablabla. Bla, 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 bla. Et ensuite, ils ne font strictement rien. Vous savez, je pense qu'Erdogan est tout simplement une figure honteuse. Mais à mon avis, quand il s'agit de la Syrie, c'est différent pour Erdogan. Il parle beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire, vous pouvez me citer une seule chose qu'il ait faite. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas laisser qu'ils essayent de stabiliser la situation en Syrie. Elijah a cité Michael Malzwick's fait qu'un axe déploiement de force. Il nous a laissé, Erdogan nous a laissé sans rien qui puisse l'aider à défendre sa cause. C'est tellement difficile de, vous savez, défendre sa position d'ailleurs. Non, je ne plaisante pas. Il est indéfendable. Je le décris comme le dirigeant musulman transgenre. Vous savez, il prétend être beaucoup de choses qu'il n'est pas. Il se présente comme un musulman convaincu. Ce n'est pas le cas. Il se présente comme le chef d'une grande renaissance de l'Empire ottoman. Non, il n'en était pas loin. Un homme de principe? Absolument pas. Bon sang, si sa mère était encore en vie, il la vendrait à des prostitueurs s'il en avait l'occasion. Je le trouve à ce point Prague. Au fait, il est tellement puissant. S'il décide de faire quelque chose pour, je dirais même pour le Liban, il en a le pouvoir. Je ne sais pas d'ailleurs s'il se rend compte qu'il a ce genre de pouvoir, qu'il peut faire quelque chose. Eh bien, qu'entendez-vous par « il a le pouvoir » ? J'aimerais que vous précisiez votre pensée. Parce que, sur le plan militaire, la Turquie a une armée puissante. Et politiquement, elle a des liens, je dirais, à l'échelle régionale avec les Iraniens. D'autres pays, comme l'Arabie saoudite, n'ont pas ce type de relation avec les Iraniens. La Turquie a ce lien en raison de l'histoire entre les deux parties. Elle est donc bien placée pour rassembler tous ces pays. À mon avis, c'est là la force de la Turquie, et le Pakistan essaye d'y contribuer. Mais le Pakistan n'est pas comme la Turquie. En quelque sorte, à cause de la culture turque, vous savez. Il faisait partie des frères musulmans. Le Pakistan n'en faisait pas partie. Ils ont des liens avec l'Égypte. Le Pakistan n'est pas aussi puissant dans cette direction. À bien des égards, la Turquie peut jouer un rôle très important pour rassembler tous ces pays. C'est une autre question. Si la Turquie, si le numéro 1, si Erdogan reflétait la volonté du peuple turc, alors oui, je dirais qu'il pourrait être une figure très puissante et influente. Mais il ignore ce que dit le peuple turc. Et l'économie turque est catastrophique. Donc il n'a aucun pouvoir économique. C'est vrai qu'il dispose d'une grande armée, mais même concernant certains équipements et certaines technologies militaires qu'ils produisent, c'est plutôt moyen. Comme le drone Bayraktar. Il a été correct, mais il n'est pas extraordinaire et il n'est pas particulièrement avancé. La Russie, vous savez, a réussi à faire de grands progrès sur les plateformes de drones qu'elle avait reçues initialement d'Iran, les Shahed. Donc la Turquie aimerait être influente. Mais j'ai, vous savez, de sérieux doutes sur ce pacte qu'ils ont formé avec le Pakistan et l'Arabie saoudite. Ils parlent d'exercices militaires conjoints. Mais comment diable est-ce que ça pourrait marcher? Les Turcs et les Saoudiens utilisent en grande partie des systèmes d'armes américains. Le Pakistan, lui,
utilisent des systèmes chinois. Alors comment intégrer ces deux systèmes pour obtenir ce qu'on appelle l'interopérabilité? Quel type d'infrastructure de communication faut-il mettre en place pour que déjà tout le monde puisse se parler? Donc à mon avis, il y a de vrais obstacles. Ils en parlent et ils vont même jusqu'à dire « Oh, on va organiser des exercices. » D'accord, mais moi, vous savez, j'ai près d'un quart de siècle d'expérience dans ce domaine. On ne dit pas simplement « Hey, on va faire un exercice. À la semaine prochaine. » D'accord? Non. Il faut d'abord se mettre d'accord dans les grandes lignes sur ce qu'on va faire. Ensuite, ils tiennent une conférence de planification initiale. Ils appellent ça une IPC. Ensuite, il y a une conférence de planification intermédiaire. Donc, la préparation de ce type d'opération peut prendre au minimum 12 mois et plus probablement 18 mois avant que l'exercice ait réellement lieu. Est-il donc possible que le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie en parlent depuis 6 mois? Peut-être. S'ils en parlent et le préparent depuis 6 mois, alors ils pourront peut-être y parvenir dans 6 mois de plus. Mais je n'ai vu aucun élément qui vienne étayer cette idée. Je pense que c'est excessivement optimiste. Rien que pour leur permettre de communiquer, de régler les mouvements aériens avec différents appareils, de coordonner les frappes d'artillerie. Il y a beaucoup de choses à gérer. C'est pour cela qu'on fait des exercices, pour essayer de résoudre ces problèmes. Mais à mon avis, ils sont encore très loin de pouvoir mettre cela en œuvre. Ils voulaient faire partie de l'Union européenne, et les dirigeants, cela remonte à un certain temps, ils essayaient d'y entrer. Plus de 25 ans. J'appellerais ça un bon moment, un quart de siècle. Je pense qu'ils doivent comprendre le message. L'Europe n'est pas intéressée par une relation avec eux. Ils veulent juste que votre armée protège les Européens et qu'ensuite vous dégagiez. On ne veut pas de vous dans notre club. Vous savez, c'est raciste, en réalité. Ils se disent « Oh, ce sont des musulmans. Ils ne sont pas européens. Ils ne sont pas de haute naissance comme nous. » Donc, vous savez, c'est une sacrée insulte. Et le fait que les Turcs continuent de rester là pour se faire insulter comme ça, il faut leur dire « Vous n'avez donc aucun respect pour vous-même. » Ils devraient partir et dire « Ah d'accord, dites-leur simplement merci. Nous quittons l'OTAN. Oubliez l'OTAN. Nous allons construire quelque chose ici, au Moyen-Orient. » C'est ce qu'ils devraient faire. Mais Erdogan veut le beurre et l'argent du beurre. Et l'argent du pétrole israélien est trop intéressant pour y renoncer.